La Réunion entre dans la saison sèche avec déjà de grosses tensions sur les ressources en eau. Les pluies ont été insuffisantes cet hiver austral. Météo France a enregistré un déficit de 28% de précipitations. Alerte donc sur la rivière des Marsouins, de même que sur les nappes phréatiques de Saint-Denis et du Port. La préfecture multiplie les appels à la sobriété et à la vigilance. Il faut réduire sa consommation d'eau. Alors comment en est-on arrivé là? Des citoyens engagés dans la préservation de l'environnement lancent aujourd'hui un SOS. Bienvenue dans Archipel. Voici La Réunion, l'eau sur un fil, un documentaire de Claire Perdry. Partout sur Terre, l'eau va manquer. On le sait, mais on se cache derrière une forme de pensée magique. Tant que j'en vois, tout va bien. Sur l'île de la Réunion, l'eau est partout. Dans les cascades, dans les rivières où l'on passe les dimanches en famille, ou dans les ravines qui se remplissent par centaines après les cyclones. Pourtant, dans ce département où il pleut parfois si fort, la ressource est particulièrement menacée. Les coupures d'eau sont de plus en plus nombreuses chaque année et de plus en plus longues. C'est tout le paradoxe de la Réunion. Quand les effets du changement climatique deviennent concrets, on est pris entre l'angoisse et le déni. Est-ce seulement possible de faire quelque chose à notre échelle ? Certains y parviennent. Ils ont compris avant les autres à quel point l'eau était un bien précieux et fragile. Ils nous apprennent à la regarder différemment et nous montrent que l'on peut agir discrètement, mais concrètement sur son territoire. Je pense pas que je pourrais vivre loin des rivières. Je pense que c'est un endroit qui m'appelle. Oui, quand on est réunionnais, je pense qu'on a tous ces souvenirs d'eux au bord de la rivière. En tout cas, moi, c'est les souvenirs que j'ai. C'est les souvenirs de mettre la tête sous l'eau, de regarder, d'être curieuse au bord de la rivière, sur ce qui bouge, sur les poissons qu'on voit sur les cailloux. Et en fait, en grandissant, j'ai gardé cette passion. Les rivières, elles nous disent des choses, oui. Elles nous disent quand ça va, elles nous disent quand ça va pas. Ça fait 3 ans que je travaille dans les cours d'eau de la Réunion. C'est vrai que quand je parle aux gens que moi je travaille dans les rivières, ils ont tout de suite cette pensée de « Ah oui, ok, tu regardes la qualité de l'eau en mesurant ce qui se passe dans l'eau. » Et en fait, pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les petites bêtes en fait, qu'on voit pas forcément parce qu'elles sont cachées sous les rochers. Et, là, en l'occurrence, c'est des petites larves qui vont éclore en rivière et elles vont dévaler pour rejoindre la mer et continuer leur cycle avant de revenir ici dans les rivières. J'ai une larve de poisson et juste à côté une larve de crustacé. Moi, j'observe une larve de crustacé. T'observes une larve de crustacé? Ouais, il va falloir juste que j'arrive à l'attraper. Ok. Sur certains sites, on va déjà voir une dégradation du site en général. Soit il y aura moins d'eau, soit il y aura eu un développement d'algues, soit il y aura eu beaucoup plus de déchets que les années précédentes.
Ou alors ça va être en fait un point d'alerte au niveau des espèces qu'il y a dans l'eau. On va en trouver peut-être moins, on va trouver plus d'espèces exotiques. Et en fait, c'est tous ces petits points-là qui me font prendre conscience que rien n'est acquis et que rien n'est figé. Et que c'est pas parce qu'on observe là aujourd'hui, à un instant T, que la rivière va bien, que l'année prochaine, en fait, elle ira toujours bien. Dans les Hauts de la Réunion, il y a des terrains parfois où l'eau de ville n'arrive pas. C'est l'endroit qu'a choisi Ibrahim pour vivre la vie qu'il souhaite, au gré de la météo et de ses contraintes. On est dans le sud de l'île, dans les Hauts de Saint-Joseph, à 700-800 mètres d'altitude, dans un endroit encore peu touché, assez isolé de la Réunion, on va dire assez protégé de l'urbanisation. C'est un monde où j'ai banni les produits de synthèse déjà, première chose, où la liberté est importante pour moi et pour les animaux en premier. On va dire que j'essaye de pencher vers un type de permaculture où les animaux ont le moins besoin possible de l'homme. On est dans une région assez pluvieuse, au pied du volcan et à l'est de la Réunion, là où les nuages, les alizés australes viennent s'écraser. Je pense que c'est quand même lié aussi à la forêt, à la transpiration de la forêt déjà, à la proximité du volcan. Donc ça arrive rarement qu'il ne pleuve pas ici pendant 2 à 3 semaines. On dit souvent que la première chose que doit récolter un agriculteur, c'est l'eau sur son terrain. Donc il a fallu, les premières choses, c'est être autonome en eau. Il a fallu faire par moi-même. Donc mettre en place un système de récupération d'eau de pluie. Alors ce qui se passe tout simplement, c'est que l'eau va passer sur le toit, va être récupérée par la gouttière et va être redirigée vers la citerne, donc la citerne de récupération d'eau de pluie. Avec une citerne de, on va dire, 3500-4000 litres, je suis autonome pendant 2 semaines. Voilà, une douche par jour et les utilisations habituelles. Également pour l'eau de boisson des animaux. Il y a une expression qui dit on connaît la valeur de chaque goutte lorsqu'on la porte soi-même. Alors je crois qu'on est vraiment en plein dedans. Lorsqu'on doit gérer une quantité d'eau pour le mois ou pour la semaine, on ne regarde pas l'eau de la même manière que si on ouvrait un robinet et que ça venait de on ne sait pas où et on ne savait pas combien d'argent avait été injecté pour que l'eau arrive jusqu'à vous. Faut-il vivre l'expérience de l'autonomie comme Ibrahim pour mesurer la valeur d'une ressource qui nous paraît parfois si banale ? À La Réunion, les signes sont là, le paysage évolue. Le lit des rivières baisse petit à petit. Parfois, une cascade spectaculaire devient un simple filet d'eau. Finalement, on s'habitue à ces changements. On fait avec. On passe à autre chose. Lutter, c'est peut-être commencer par se poser, observer ce qui nous entoure, dans les moindres détails, et se demander si on est prêt à le perdre. On va s'installer par là, un petit peu là-bas, un peu devant sur les cailloux là. Moi, je mets le mien là.
Pose de sac. Oui, installez-vous. Observez bien. Aurélie, tu veux voir? Là-bas, j'avais vu une araignée d'eau. Oui, mais alors par contre, regarde. Regarde, il y a aussi les petits poissons là. Il y a aussi les petits poissons, hein, si tu arrives à les attraper. Si tu veux, il y aura une fiole pour la partie pH, pour voir le pH, pour voir si cette eau-là, elle est acide, elle est douce, elle est bien, voilà. Et la deuxième flacon sera pour les nitrates, pour savoir s'il y a des produits chimiques, comme de l'engrais ou des choses comme ça. Ah, papillon Farbanta, le papillon bleu, là, qui vient de passer. Endémique de la Réunion. On va descendre. Je vais vous montrer l'endroit où j'habitais quand j'étais un peu plus petite. Et plus petite que vous, d'ailleurs. Hop. Ah, là, on la voit, là. Hop. Voyez, là? Ah ouais? Ouais, avance un peu. Stop. Et moi, du coup, j'ai grandi ici avec mon pépé et ma mémé. Le matin, il fallait traverser la rivière pour deux choses. Bon, pour aller à l'école, et il n'y avait pas d'eau et pas d'électricité, là. Donc, se laver Bon, pour se laver, d'après toi, je faisais quoi? Tu prenais une bassine d'eau. Enfin, t'avais raconté la dernière fois, soit tu prenais une bassine d'eau, soit tu venais te laver ici. Et du coup, imagine que là, avant, il y avait déjà... l'eau, elle était beaucoup plus haute que ça. Et tu pouvais te baigner. Et il y avait plein de choses ici. J'ai grandi avec cet environnement-là, proche de l'eau, donc proche d'une rivière, et forcément proche de tous ses habitants. Ça va de la petite libellule à l'araignée d'eau, mais en passant aussi par les poissons. Et c'est quelque chose, comme mon grand-père me l'a transmis, que j'aimerais, moi, transmettre aux enfants. Donc on a une association dans laquelle on ramène ces enfants bas de carré dans la rivière et découvrir finalement qu'est-ce qui s'y trouve, pourquoi c'est important, en sachant que cette eau-là, c'est l'eau que j'ai au robinet. Et de comprendre justement tous ces liens qu'il y a entre nos petites ravines, nos petites rivières, même quand elles sont cachées, elles sont d'une importance primordiale pour nous. Là, c'est un nid à bébé, hein. À côté. Voilà, tu l'as vu? juste là. Il y en a partout. Ouais, mais il y en a plein. Parce que il y en a plein. Est-ce que vous avez vu les... Ah. Allez, il y a le bébé là. Hop. Oh, il vient juste de devenir... il est passé de... Vous voyez là, il y a des têtards qui ont des pattes, mais ils ont encore la grande queue. Enfin, après, nous, maintenant, nous, on a les écrans, on a tous les trucs comme ça, mais avant, c'était un bon jeu, ça. D'attraper les crapauds, chercher dans les petits marais comme ça. C'est rigolo, t'es avec tes copains, t'essayes de prendre des crapauds, tu fais des... Et tes copines, oui. Là, j'avais pas fait. C'est la dernière fois. Au fur et à mesure, de l'eau est en train de descendre. Mais où le niveau de l'eau? Ouais. Où tu vois sur les galets? Il y a combien de temps, ça? Ça fait combien de temps? Un peu plus de 20 ans, parce que moi, 20 ans, en 20 ans, l'île a descendu comme ça? C'est ça, alors, mais Zot ne connaît pas si Zot est conscient de ça. Elle est grave. Parce que là, ouais, Zot il joue dans de l'eau, est content, mais comme Zot l'a pas vu le avant. Non, mais nous t'es marmaille, nous t'es baigne t'es là, nous t'es pêche, nous t'es mange t'es là, t'es fait cuit à carré là, et bien marmaille t'es baigne là, ou quoi? Si ça, c'est pas l'aléa pour que nous doit inquiéter à nous, rêve pas. Enfin, ou imagine, vous, le temps d'une vie, mais déjà un petit peu plus âgé que moi, le temps d'une vie où la vue des écosystèmes partir. Ah oui. Là, moi, à mon âge, m'y vois l'endroit où moi la marché en train de partir. C'est votre journal à présent avec Joanne Adamadorassi. Bonsoir Joanne. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. L'eau, une ressource rare et précieuse en cette période de grosse chaleur. Conséquence, la sécheresse continue à s'étendre sur l'île et avec elle des mesures de restriction. Ne pas arroser le jardin, ne pas laver les voitures ou encore remplir les piscines. Et puis il y a aussi des coupures d'eau. En s'approchant du littoral, les effets du changement sont davantage marqués. Les champs sont secs. L'autonomie en eau prônée par Ibrahim est encore une exception sur l'île.
Les agriculteurs, dépendants d'une distribution publique, sont de plus en plus inquiets. Prédis un peu là. T'es Georges, comment il est? T'es maintenant le vent là, les molles. Mais c'est sec même, non? Aïe, parle plus que ça. On m'a mis ça dans la pluie, il arrive, t'es là, on a beau temps. Beau temps est relatif. Non, là, oui, parle plus. Là-bas, dans l'Est, la pluie tombe, disons, tous les 2 jours. Tous les 2 jours, il ne connaît pas, mais au moins il tombe un petit peu. Ouais, mais là, c'est sec. Bien sec. Possible, hein? Ça, là, regarde ça. Comme on est sec, là, en plus, la taille du assis bien, regarde ça. Il est raide, regarde ça. Ah, il est raide. C'est ça, quoi. Il est raide. Mais bon, c'est de la bonne terre, hein. Mais là... Là, il voit que la taille refait un petit peu. Ah, c'est contracte, en fait. La taille contracte. Imagine la pluie de l'eau, mon animal crève. Ouh là là. Comment m'y fait main? Non, mais pas rien que ça. Toutes les forêts Nina, vers chez vous, là-bas, là. Ça, je veux dire où? Pas de floraison. Pas de floraison, il veut dire où? Pas de récolte. Pas de récolte. Ouais. Il veut dire où comme ça? Pas de salaire. Et pas de salaire, cabouillement, salade toujours. Mais cabouillement, salade, comme vous dites. Donc c'est un gros risque quand même de... Un agriculteur sans eau. Disons un boulanger sans farine. Oui, voilà. Exactement. Ah ouais, dans les années futures, il y a de quoi se faire des soucis, hein. En plus, l'urbanisation, il grimpe, il n'arrête plus. L'urbanisation, les routes. Là-bas, Saint-Paul, Zac Renaissance, ça tire refait le bon logement, le 2000 logements, ça continue à chier dans l'eau. Tout ça, il faut de l'eau, ça. Dans l'eau potable. Dans l'eau potable, que où on a même point où de fruitier. De monicher dedans. Il faut juste une prise de conscience et qu'il arrête de construire de cette manière, il commence à stocke de l'eau, il commence à... Oui, bien sûr. À aider les agriculteurs pour une autosuffisance alimentaire, pour de vrai. Oui, nous, dans la modernité, nous, ils branchent. Ouais, par exemple, là, autour de papaye, un tranché. Oui, au moins, il remplit, évidemment. Il remplit et le racine, ça les rôde les affaires. Mais là, pour ça, il faut un matériel aussi. C'est encore un travail. Ah oui, il faut du matériel. Si on n'a pas un petit pelle... oui. Partout dans le monde, il y a un problème d'eau, mais surtout un problème d'infrastructure. Ça veut dire que, puisque c'est centralisé, cette récupération d'eau et ensuite cette distribution et consommation d'eau, il y a automatiquement sur le chemin énormément de pertes. Les canalisations sont enterrées, il y a des trous, il y a des fuites. C'est quasiment impossible d'aller les repérer ou ça coûte trop d'argent pour les réparer. Donc oui, il y a un gros gâchis, un gros gaspillage d'eau potable ici, à La Réunion ou même ailleurs. Près de 900 000 personnes vivent aujourd'hui à La Réunion et ont besoin d'eau. Les zones d'habitation s'étendent encore et encore. L'urbanisation transforme les sols. L'eau de pluie a du mal à faire son chemin pour rejoindre les nappes phréatiques. Dans le chemin qu'a pris La Réunion depuis maintenant 16 ans que je suis ici, La Réunion s'est transformée vraiment. On est, je crois, sur un des territoires qui s'urbanise le plus rapidement en France. C'est de là qu'est née l'urgence chez moi d'agir contre cette expansion vraiment qui ne répondra de moins en moins aux besoins locaux en matière d'eau potable. Parce qu'il a ressenti très vite les dangers qui pesaient sur son territoire d'adoption, Christophe a consacré les 4 dernières années de sa vie à éplucher les rapports scientifiques sur le climat pour confirmer ses intuitions. Il y a un assèchement des ressources en eau. On sait, d'après le rapport du GIEC et d'après les travaux de Météo France locaux, Météo France Réunion, qu'on va connaître a priori une diminution de la ressource en eau de 5 à 10% par an.
je parle de la vulnérabilité de l'eau parce que c'est un sujet pas intuitif du tout. Parce que intuitivement, dans notre vie quotidienne, on a tellement l'habitude d'avoir cet accès facile qu'on n'a pas tous conscience de cette fragilité. On tient à notre environnement, mais on ne le tient pas forcément. On ne se rend pas compte d'à quel point notre environnement et cet accès à l'eau sont liés. Je dois avouer que quand je suis arrivé, je n'avais pas encore conscience de cette urgence locale par rapport à l'eau. J'ai eu un coup de cœur pour La Réunion, c'est certain, parce que j'y voyais mes filles heureuses. Et plus le temps a passé, plus j'ai appris des choses sur La Réunion et sur le changement climatique, plus je me suis rendu compte que ce bonheur qu'on avait construit ici, il était très intense, mais très fragile. Très fragile à cause de cet accès à l'eau qui était menacé. C'est vrai qu'à La Réunion, on a déjà battu plusieurs records mondiaux de pluviométrie. C'est pour ça, en fait, on a un peu cette idée de La Réunion, île luxuriante, avec de l'eau à profusion. Mais en fait, les rivières, elles n'arrivent plus à récupérer suffisamment d'eau pour recharger leur souterrain. Parce qu'en fait, la pluie, quand elle arrive d'un coup. Et elle part directement à la mer. Et la rivière, elle n'a pas le temps, en fait, de se laisser gonfler par ces pluies et avoir un cycle naturel. Des pluies devenues trop courtes et trop violentes pour remplir les nappes phréatiques, et c'est la saison sèche qui s'intensifie d'année en année. À l'ouest, la savane s'étend. Pour retrouver de la fraîcheur, il faut partir dans les hauts, au centre de l'île. C'est un autre décor, comme une bulle. Ici, rien n'a changé. La forêt primaire, où l'homme n'est pas intervenu, retient l'humidité. Elle protège encore l'une des biodiversités les plus riches de la planète. Finalement, l'eau, c'est partout et en même temps, on ne la voit pas. Et quand je regarde cette forêt à l'instant, je me dis que j'ai de l'eau sous mes pieds, je me dis que j'ai de l'eau dans les arbres. C'est dans les feuilles, c'est dans les mousses, c'est dans tous les êtres vivants qu'on entend lorsqu'on ferme les yeux. Lorsqu'on va dans ce genre d'endroit, on se pose la question avec le fait que l'eau, bientôt, on sera en manque. Qu'adviendra de cette forêt dans 20, 50 ans? Du fait qu'on a tout à proximité, c'est-à-dire que maintenant on appuie sur un bouton, on a de l'électricité, maintenant on ouvre un robinet, on a de l'eau, on a oublié cet effort. L'effort que nos grands-parents et les générations antérieures faisaient pour avoir de l'eau. Et clairement, la notion de rareté, aujourd'hui, on a l'impression, dans certaines zones de l'île, que de toute façon, l'eau coulera tout le temps. C'est un des grands paradoxes de notre île, c'est qu'on a toujours ce sentiment d'immunité. Et effectivement, on est très très peu à prendre conscience de la gravité de la situation. Alors qu'à côté de nous, on a Mayotte, on a Madagascar, on a l'île Maurice aussi qui a subi des intempéries. On a des exemples différents qui nous laissent penser que nous aussi, il n'y a aucune raison pour qu'on soit épargnés. Et du coup, quand je viens en parler aux gens, je deviens l'alarmiste de base, quoi, qui crie trop fort, qui crie au loup presque. Alors que moi, ce sur quoi je m'appuie, c'est pas des impressions, c'est pas des sentiments. Et ce qu'on sait, c'est que plus ce réchauffement climatique avancera,
plus le couloir cyclonique, qui pour l'instant est encore assez au-dessus de notre île, va descendre. Donc c'est vraiment ce couloir et ces trajectoires qui sont les plus menaçantes pour nous aujourd'hui. Ce que Christophe avance, les scientifiques du climat l'ont écrit noir sur blanc. Un cyclone de catégorie 5 pourrait frapper la Réunion dans les 15 prochaines années. Il serait plus intense encore que Chido à Mayotte et aurait des conséquences directes sur l'accès à l'eau. Tous nos câblages sont très fragiles, même jusqu'au port. L'arrivée de toute cette biomasse qui brûle dans nos centrales électriques est très très menacée par les effets d'un cyclone. Et dès l'instant qu'on n'aurait plus d'énergie pour distribuer l'eau, pour pomper l'eau et pour la renvoyer dans les habitations, alors on n'aurait plus d'eau, et de façon durable. Ce contre quoi je bataille, c'est pas du tout une histoire culturelle, moi. En fait, je suis ici, on dit je suis pas là avec ça, moi. Le cyclone ne va pas regarder ma couleur, ni mon origine, ni ma catégorie socio-professionnelle, quoique je suis pas parmi les plus à plaindre. J'ai une condition, on va dire, relativement privilégiée, je le sais. Parce que j'ai un toit qui tient relativement mieux que certains sur l'île. Mais le cyclone, il fera voler mon toit comme tous les autres toits de l'île. Il s'agirait en première intuition d'accuser l'État français de carence fautive pour la non-réalisation jusqu'à ce jour du plan Orsec eau potable. Pour être totalement honnête, je suis dans une incompréhension totale de l'inertie de l'État. Il a eu dans ses ordres de créer un plan Orsec eau potable qui est censé normalement nous assurer de l'eau potable en cas d'événement cyclonique. Il aurait dû être mis en place dès 2020. Soit l'État français considère que la Réunion est un territoire qui est déjà battu et qu'on ne peut plus rien y faire. Moi, je refuse ça, en fait. Il est toujours temps de faire quelque chose et l'État aurait dû faire quelque chose, il ne l'a pas fait et ça me motive dans ma démarche de porter plainte, en fait. Je ne me laisserai pas faire. Les dangers qui menacent l'accès à l'eau nous imposent de redéfinir nos priorités, nos modes de vie. Faut-il, par exemple, freiner l'expansion du tourisme qui pèse très lourd sur la ressource en eau ? Lancée à La Réunion dans la foulée des 30 Glorieuses pour développer l'île, la politique touristique a fonctionné bien au-delà de ce qu'on imaginait alors. Le gouvernement croit dans l'avenir touristique de La Réunion. À la fois parce que l'océan Indien intéresse le monde et pas seulement pour des raisons stratégiques, mais par la qualité de ses sites et de ses habitants. L'île de La Réunion mérite d'être comprise. Il faut faire un effort pour la comprendre. L'île de La Réunion mérite de réussir. Sa réussite demande beaucoup d'efforts avant d'aboutir à ce que l'on veut. Depuis quelques années, de gros efforts ont été faits pour abaisser le prix du séjour. Désormais, au départ de Paris, une semaine à La Réunion coûte moins cher qu'à l'île Maurice ou aux Seychelles. À La Réunion, il existe 30 hôtels en 1977, dont 17 classés. En tout, 480 chambres. C'est tout juste suffisant pour accueillir les 7000 touristes attendus cette année. D'autres hôtels sont prévus, notamment dans la zone balnéaire. Jean-Marie Dupuis, souhaitez-vous 40 000 ou même 80 000 touristes? Alors là, vous parlez à qui? Au créole, à l'agent de voyage? À quoi vous parlez là? À vous. À moi. Personnellement, mon métier devrait me dire oui, allons-y, tant qu'on pourra. Mais ma position de créole me dit non. Non, ça n'est pas possible. Je ne crois pas que... Personnellement, je ne vois pas au-delà de 20 000 à 25 000 touristes ici. C'est un maximum.
Aujourd'hui, l'objectif qui court, c'est on voudrait atteindre près de 750 000 maintenant touristes par année en 2030. On n'est pas sûr de pouvoir continuer à boire de l'eau potable aussi facilement qu'on en boit aujourd'hui. Et pourtant, ce qui se développe toujours sur l'île de la Réunion, c'est l'idée qu'il faudra toujours davantage de touristes. Est-ce que ça paraît encore logique ? À mon sens, non, ça n'est pas logique. Il faudrait qu'on subvienne d'abord aux besoins fondamentaux des Réunionnais, plutôt que de chercher à augmenter la capacité d'accueil. Je pense que l'être humain est toujours amené à vouloir consommer de plus en plus, mais le toujours plus sans raisonnement, sans rationalité. Oui, on part dans un mur s'il n'y a pas de rationalité dans la chose. Et ça, je pense qu'il va falloir que chacun se remette en question aussi sur son utilisation de l'eau et sur son rapport à l'eau. Est-ce qu'on a besoin de remplir une baignoire ? Est-ce qu'on a besoin de gaspiller clairement autant de l'eau au prétexte que nous, si on l'ouvre, on l'a ? Les usages ont changé au fil du temps. L'agriculture, les loisirs et nos standards de confort réclament de plus en plus d'eau. À l'échelle d'une île, on se rend vite compte qu'en puisant dans le même sol, ce n'est pas tenable. Ce qui me fout le cafard et qui me rend en colère, c'est que l'eau de source, qui est pompée directement, on va dire, dans les nappes phréatiques, c'est de l'eau de luxe qu'on devrait conserver à la limite pour la boire, tout simplement. Mais faire ses besoins dedans, ou l'utiliser même pour le nettoyage, la vaisselle ou autre, c'est vraiment un gaspillage d'énergie et d'argent. Donc oui, la solution, c'est de stocker l'eau. C'est de stocker un maximum l'eau. Je veux dire, en une nuit ou en une journée de cyclone, on peut remplir, je ne sais pas, des millions et des millions, ou des dizaines de millions de litres d'eau, même des centaines de millions de litres d'eau pour La Réunion. C'est largement possible en une seule journée. Normalement, si on est plus nombreux, c'est plus facile. On met les moyens en commun et c'est beaucoup plus simple de se doter de citernes, de se doter de réservoirs d'eau, que ce soit pour des bâtiments d'habitation, que ce soit pour des villages ou des villes entières. Tout le monde peut prendre le même système et l'appliquer et diminuer de 99,9% l'empreinte d'eau sur les nappes phréatiques, par exemple. Viens ici. Eh, viens. Mais oui. Voilà. Voilà. Allez, on va reprendre, mais les chiens, vous vous calmez. Viens ici. Putain. Oui. À coucher. Coucher également. Voilà. Pas bouger, les deux. Doucement. Tout va dépendre des choix humains, tout va dépendre de ce que nous-mêmes on souhaite pour nous et pour les générations à venir. Mais il n'y a rien qui est perdu d'avance. Là, c'est bien, non, les pieds dans l'eau? C'est OK? Oui, allez-y, vous pouvez, madame. Allez, tu peux passer, toi aussi. Ok. Tu vas prendre l'équilibre. Là, on a Rochelle, là? L'eau est froide? Pas pour toi? Non, ça va.
Faut avoir l'habitude, quoi. Ah ouais, il y a du monde, comme d'habitude, hein. Un samedi réunionnais, quoi. Il faut y aller, quoi. Il faut enlever ses chaussures et mettre les pieds dans les algues et marcher sur les cailloux. Il faut qu'on continue, en fait, à profiter de ça, à profiter de cette curiosité qu'on peut avoir quand on est enfant et de ne pas l'oublier. Avec Nicolas, un copain naturaliste, il y a bien une chose qu'on a en commun, c'est ces espèces en fait que personne ne voit et qui nous intéressent. On ne pourra jamais défendre quelque chose qu'on ne connaît pas. Il faut le connaître pour avoir la motivation et l'envie de défendre. Ouais. On était plus bas là-bas, ouais. Ce qu'on a voulu sur la roche là, donc c'est un petit boucheron de ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais. On avait pas mal de trucs hein, quand même. C'est beau de voir ces poissons là comme ça évoluer. Ouais, bah, c'est une richesse qui est surtout insoupçonnée. Hein. Moi, c'est toujours ce que je dis, c'est souvent quand on parle rivière, on dit oui, mais il y a quoi dans la rivière? Il n'y a plus rien. Ça, de toute façon, tu prends un masque, tu vas en rivière, c'est incroyable. C'est un autre monde. C'est ça qui est formidable. Et ici, en plus, c'est comme l'eau est claire et comme il y a beaucoup d'espèces, on a eu la chance de voir quand même pas mal de choses. On prend vraiment plaisir à observer tout ça, en fait, et c'est un régal. Là, t'as vu, il y a un piège, hein? Ah là, il y a un piège dans l'eau. Ah oui, c'est beau, non? Dans ces petites nasses. Et ça, là, voilà. De la crevette dedans. C'est du maïs? Ouais. Je vois, il y en a une en plus qui est grainée dedans. Ah. Ouais. Ah ouais. Le problème avec ça, c'est si demain il y a une forte pluie, tout va aller en mer et on voit gratuitement du plastique en mer, on fait mourir des espèces qui attendent des petits. Quoi. Là, on en a trouvé 2, après, on ne sait pas combien il y en a. Ah, souvent, quand il y en a... La personne ne vient pas proposer un seul piège. Ouais. L'idée, c'est de rentabiliser, donc mettre plein de pièges. Voilà. Il y en a encore. Il y en a encore une. Hop là. Vu qu'il y a un changement de cet environnement-là, il y a forcément un changement dans leurs habitats et il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on fasse comprendre en fait, aux autres que c'est important de les regarder puisqu'ils font partie de l'écosystème. Parce que sans ça, il y aura une pièce du puzzle qui sera manquante, on s'en vendra les doigts dans quelques années, quoi. Redonne le nom l'orchidée là. C'est Arnosia, mais la façon Sinorchis. Mauriciana. Mauriciana, voilà. C'est Arnosia mauriciana. Ok. Sinorchis mauriciano. D'accord. Si t'as repéré un truc, tu me dis. Moi, je pars du principe où, en tant qu'être humain, je fais partie de cet écosystème. Aussi bien que l'oiseau, donc je dois vivre dans cet écosystème et apprendre aussi à évoluer dans cet écosystème.
Quand j'arrive dans une forêt comme ça le matin, avec les copains, on est censé faire un chantier écologique, déjà, nous, on a pris l'habitude de parler à la forêt. Et on rend à la forêt ou à la nature en général ce qu'elle nous donne. Et ce qu'elle nous donne pour vivre, c'est essentiellement l'eau. Donc si j'enlève typiquement des espèces exotiques envahissantes qui pompent l'eau, parce que sous la forêt, c'est des nappes phréatiques, c'est plein de choses comme ça, je rends service à la forêt, je me rends service, parce que cette eau que mes gros arbres endémiques vont récupérer, elle va à un moment s'évaporer, ça va retomber sous forme de pluie, ça va re-remplir mes rivières, ça va me permettre d'arroser mes plantes chez moi. Donc j'interviens, alors ça a l'air ridicule, hein, mais c'est une philosophie de vie qu'on partage avec nos amis, c'est je fais ma part. Ouais, là il y a du boulot là. Et bien en fait du coup là toute l'eau, lui prend toute l'eau qui arrive et si ça te met dessous, il pousse pas finalement. Parce que lui étouffe. Ah, parce que vous voyez là, moi les nattes de fougier devant moi, le fougier elle est sec quoi. Il faut enlever l'épaisse. Au moins les autres plantes ont de l'eau, l'humidité. Alors après à l'intérieur, quand on dégage comme ça, oui. Il y en a quand même de certains indigènes ou endémiques. Et que ben voilà, on tient dans la saleté. Par exemple, le bois d'oiseau, ou les nappes fongeants, tu vois. Et il y a les bois de corail. Là, l'équipe est là, regarde tout ça là. Et il voit même plus, hein. Mais il y en a dessous. Ouais. Non, et puis là, le fait que nous dégage, les mousses vont retapisser le sol avec le fougère et retenir l'eau du coup. Quand on voit l'ampleur du travail, on se dit, mais j'étais avec une pince à épiler, j'ai arraché 3 arbres, combien de litres d'eau j'ai sauvegardé là? En vrai, c'est pas vraiment palpable. Mais il y a ce côté où ça nous prend les tripes. C'est le côté passion, c'est le côté viscéral. Si tout le monde fait ce petit geste-là, de rendre service, c'est tout bête, hein, c'est un pansement sur une plaie qui est comme ça. Hein. Mais j'ai mis le mien, Olivier a mis le sien, les enfants ont mis le leur, et en fait, à plusieurs, et ben, finalement, cette grosse plaie, et on le voit sur le chantier. En travaillant depuis quelques années, on voit cette parcelle qui est en train de redevenir la forêt primaire. Donc on remet les forêts primaires au goût du jour, mais forcément, elle a besoin d'un coup de pouce. Forcément, elle n'arrivera pas toute seule. Des sucrés? Ah, bah non, on va pas les sucrés. Ah, mélange pas avec. L'espoir, je l'ai, enfin. Je l'avais peut-être pas il y a quelques années. Aujourd'hui, oui, je suis heureuse, satisfaite, je dors sur mes 2 oreilles, je me réveille de bonne humeur et j'ai envie de continuer. Bonjour maître. Bonjour. Bonjour madame Noé. Bonjour. Faire sa part pour Christophe, c'est défendre l'accès à l'eau jusqu'au tribunal s'il le faut. Mais convaincre des avocats que l'on veut s'attaquer à l'État, ce n'est pas forcément évident. Qu'est-ce que vous, concrètement, vous attendez de l'État? Je souhaiterais demander pourquoi l'État n'a pas rempli ses engagements qu'il avait pris d'abord aux accords de Paris en 2005, ensuite en 2015, pardon. Ensuite, pourquoi il n'a pas rempli ses engagements par rapport à l'île de la Réunion même, en fait. Il a connaissance de notre vulnérabilité dans les papiers administratifs depuis 2011. Le réchauffement climatique s'accentuant, toutes nos infrastructures sont menacées. Quand on dit infrastructure, c'est directement les pompes qui nous permettent d'avoir l'accès à l'eau potable. Dans une logique, on va dire, de protection de la société civile, l'État devrait normalement s'assurer que ces installations soient aux normes cycloniques qui vont venir, mais elles ne le sont toujours pas. Et les stratégies que l'exécutif français met en place se concentrent sur une norme, on va dire, européenne, et ne prend pas vraiment la réalité de notre situation météorologique.
On part du postulat que, en fait, les Outre-mer, et en particulier la Réunion, seraient des laissés pour compte, en fait. Et il y aurait une sorte d'action, inaction climatique, mais sur un volet bien précis, c'est l'eau. C'est ça. D'accord. Est-ce que vous avez connaissance de ce type de recours à La Réunion déjà effectué ou pas? Non, à ma connaissance, non. On a aussi la problématique où certaines infrastructures, certaines habitations ne seront pas suffisamment desservies en eau. Mais c'est vrai que les mesures, c'est aussi dans l'agencement des zones constructibles ou non constructibles à La Réunion. C'est vrai qu'il y a des documents réglementaires d'urbanisme qui doivent aussi être revus en profondeur, je pense. Est-ce qu'il faut attendre? Si la période d'observation est achevée, il faut attendre. Je suis désolé, mais je crois que moi, je suis habité par une urgence que vous ne ressentez peut-être pas, mais à mon sens, ce qu'il faut qu'on demande maintenant, c'est un moratoire de l'aménagement du territoire. Plutôt que de continuer à essayer de faire perdurer un système économique qui tend à toujours continuer à construire, il faut à un moment donné qu'on prenne acte de l'urgence qui est dite par les scientifiques, qui devrait être opposable légalement, normalement, à mon sens, et qu'on se dise, bon, stop, il faut qu'on arrête, quoi. Mais il faut impérativement préciser les choses, préciser qui porte l'action, quelle action on porte, quel est le fondement de notre action, et qu'est-ce qu'on demande. À chaque fois qu'on porte une action devant un tribunal quel qu'il soit, il faut qu'on formalise des demandes extrêmement précises. Donc je serais ravi de vous faire partager tous les documents que j'ai pu récolter. Ça, c'est sucré? Patate douce. Patate douce? Ah bah, non, je vais prendre notre compte, c'est comme ça. Ouais. Piment? Un chouïa, on dirait du soja. Non, ça va, je crains pas le piment. J'ai jamais osé, moi, c'est partir sur ce côté un peu militant ou déposer une plainte, enfin, je sais pas. Je sais pas quelle est la bonne méthode, finalement. En même temps, t'as l'impression qu'on fait chacun un petit peu comme il fait avec ses convictions, tu vois. Toi, tu te bagarres contre l'État. Concrètement. C'est à fond l'engagement des tripes, du fer et des tripes. Ça, c'est pour mes filles, clairement, que point commun. Un point commun encore. Ouais. Voilà. Et le gros défi, en fait, c'est de transmettre simplement des choses qui sont très complexes. Et du coup, en étant militant et en me saisissant du pouvoir juridique, ça développe de manière assez phénoménale le pouvoir. Parce que quand tu lèves une action juridique, tu as le fait de jurisprudence, je ne sais pas si tu connais. Oui, je vois, oui. Bah, la jurisprudence, ça peut permettre d'établir un droit. Si le juge établit, en son âme et conscience, le juge dit « oui, vous avez raison », alors la raison qui est donnée crée un nouveau droit. Bah, nous, à La Réunion, on a besoin d'un nouveau droit par rapport à l'eau qui nous permet de nous sécuriser en cas d'événement cyclonique extrême. Moi, à mon échelle, c'est plutôt, je suis plus porteur d'un message d'espoir que d'un message d'alerte. C'est plus dans l'alerte. C'est plus, il faut secouer les gens et je suis complètement d'accord avec toi, mais en même temps, c'est hyper angoissant. Et sachant qu'on cumule les angoisses. Tu as le côté eau, mais tu as aussi le côté alimentaire. Tu as plein de sujets, surtout sur des territoires ultramarins comme le nôtre, qui fait que si tu cumules le problème de l'eau, le problème alimentaire et tout, tu as l'impression qu'il n'y a que des problèmes. Et quand tu es dans le volet sensibilisation, tu as plus l'impression d'être là, allez, on est tous des petits sauveurs de la planète. Tu essaies de passer un message un peu en douceur, entre guillemets. Tu leur confies une super cape de super-héros, d'ambassadeurs. Ils sont super contents. Et là, du coup, tu es plus dans de la sensibilisation et dans on va réussir. Et toi, ton message, c'est plus non, là, ça va plus. Là, stop, quoi. J'ai un peu le sentiment qu'on va réussir quand même malgré tout, parce qu'à La Réunion, on a ce qu'il faut pour réagir. Là où je peux peut-être apporter une petite dose d'espoir, c'est qu'on pourrait se coordonner. Si toi, tu restes avec ton action à destination des enfants, et que moi, je mène mon action, on va dire, à visée militante, bah, dans un premier temps, ça va être peut-être moi qui vais devoir agir, mais dans un deuxième temps, bah, ceux qui vont pouvoir répondre à l'urgence qu'on va lever, bah, ce seront les enfants que... Au départ, tu es tout seul avec ton bâton de pèlerin. Tu rencontres des gens qui finalement ont les mêmes valeurs que toi et hop, tu te sens un peu plus légitime et tu te dis ok, je suis pas dingue. Je pense qu'à un moment, on a tous eu, toi dans ton côté militant, moi dans mon côté associatif, cette phrase, on n'est pas fou. Il y a des gens et voilà, on le voit comme mon copain d'à côté, la copine d'à côté, ils voient la même chose que moi.
devant la justice ou au chevet des rivières, en récupérant l'eau de pluie ou en protégeant les forêts, Christophe, Axel, Ibrahim et Aurélie ont chacun trouvé leur propre façon d'agir pour affronter ces changements inévitables et se sentir utiles. Leur département est l'un des plus menacés par le réchauffement climatique, mais c'est aussi celui qui propose des solutions, qui nous inspire. C'est peut-être ça aussi le paradoxe réunionnais. Je me dirais jamais, il n'y a plus rien à faire, je lâche l'affaire, ça sert à rien. Parce que justement, je suis arrivée à bosser dans les rivières en me disant que c'était un milieu qui était trop souvent oublié. C'est pas pour aujourd'hui partir et me dire c'est bon, il n'y a plus rien à faire, de toute façon c'est foutu quoi. La fatalité me condamnerait alors que d'agir par nécessité, si tu veux, ça me donne toute l'énergie, toute la puissance nécessaire. Je sais qu'avec l'arme juridique, on n'a pas besoin d'être très nombreux. En tout cas, pour lever l'arme juridique, on n'a pas besoin d'être très nombreux. Après, pour qu'elle porte et pour qu'elle parle aux gens et qu'on s'en saisisse, là, je sais qu'il faudra qu'on soit nombreux. Tant qu'il y aura une goutte d'eau, je continue à me battre. Une goutte d'eau, un pied de bois, un papillon, une chenille, voilà. Tout ce qui peut être vivant, tout ce que l'eau a pu mettre au monde, on va se battre jusqu'au bout. Voilà pour la situation de l'eau à La Réunion. Vous pouvez retrouver ce documentaire sur notre page Archipel, sur nos réseaux sociaux, mais aussi en streaming sur notre site internet Réunion la première.re. Merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine. Nous on retrouve.